On va les avoir, nos réponses, les amis. On va les avoir. Plus personne ne pourra se cacher cette semaine. Plus aucun club ne pourra faire semblant. On va être fixé sur le vrai niveau du PSG parce que les matchs en Ligue 1, les 7-0 face à Brest, c'est bien beau. On va être fixé aussi sur les vrais candidats à la victoire finale en Ligue des Champions. On va être fixé sur les vrais candidats pour le Ballon d'Or, les favoris, parce qu'il y aura forcément des équipes qui vont passer à la trappe. Liverpool, PSG, il y a forcément au moins un joueur qui dira adieu dès la semaine prochaine lors du match retour au Ballon d'Or 2025. Est-ce que le Real Madrid peut enfin être sorti en Ligue des Champions à la régulière sur 2 matchs? Et est-ce que le Barça est encore sur tous les fronts, tous les tableaux? On vise le quadruplé ici. Donc on va être fixé les amis, on va se régaler. J'espère en tout cas frères et sœurs, j'espère que vous allez tous bien. Semaine de Ligue des Champions, semaine de grands rendez-vous. D'abord mardi, il y aura le derby madrilène Atlético Madrid, Real Madrid au Bernabéu. Par contre, c'est important de le dire, ce mardi à 21h. Puis mercredi, le match entre le PSG et Liverpool au Parc des Princes qui aura lieu en même temps que le match Barcelone-Benfica à Lisbonne au Stadio da Luz. Bon, là c'est le moment, j'en parle depuis un petit moment maintenant que le mois de mars jusqu'à avril et le mois de mai. Depuis 10-15 ans maintenant, on voit systématiquement les grandes équipes, les grands joueurs qui malgré un début de saison qui peut être compliqué parfois, arrivent à leur pic de forme en mars, avril et mai. Pour ceux qui voient mes vidéos régulièrement depuis quelques jours maintenant, j'en parle très souvent, je me répète, désolé. Mais c'est important dans le sens où tu vois que là, que ce soit pour le Real, le PSG, le Barça, le Bayern, qui vous voulez, et ben tu vois que les clubs n'arrivent pas au même point. Pas du tout dans le même état au moment d'aborder ce huitième de finale. Allez, pour le Barça, ça va bien. Et on parle là forcément d'un des moments les plus importants de la saison. Mais t'as pas forcément le choix, les équipes n'ont pas le choix. Il faut les jouer les matchs. Il y a plein de choses qui vont se jouer cette semaine, ce mardi, ce mercredi-là, dont le Ballon d'Or. Je le répète, le Ballon d'Or, j'en parle 30 secondes parce que voilà, c'est un trophée individuel et c'est pas le plus important. On sait à quel point les huitièmes, les quarts, les demi, ça compte. Forcément, il faut faire aussi un bon début de saison. Il faut avoir été régulier pour prétendre être parmi les favoris. Mais là, on repart à zéro. On repart presque à zéro dans le sens où, même si t'es favori, il suffit que ton équipe se fasse éliminer. Et bah du coup, tu perds toutes tes chances pour le Ballon d'Or. Il y a un match Liverpool-PSG qui arrive ce mercredi. Vous me voyez venir. Il y a forcément un joueur qui sera éliminé parmi les potentiels favoris aujourd'hui à l'heure où on parle, entre Mohamed Salah et Ousmane Dembélé. Parce que oui, ça me fait très bizarre de dire ça, mais Ousmane Dembélé fait partie des favoris à l'heure où on parle. Je pense que quoi qu'il arrive, il fera partie des nominés lors de la prochaine cérémonie. C'est déjà très bien, parce que je pense qu'il a jamais été de sa carrière. Et ça montre justement qu'il fait une saison de porc ultime. Il mérite totalement le fait d'être parmi les non cités pour le gagner. Le PSG va affronter Liverpool qui compte dans ses rangs justement Mohamed Salah qui aussi fait une saison de porc, qui a les chiffres, les statistiques, les matchs références en tout cas en début de saison et qui est le meilleur joueur de la meilleure équipe potentiellement en Europe. Maintenant, malheur au vaincu, celui qui perd, je pense, n'aura plus aucune chance de remporter le Ballon d'Or. Côté Liverpool, on sait à quel point ils sont forts. L'expérience parle pour eux, même s'ils ont subi une baisse de régime récemment. Moi, j'y crois plus trop à ça. Je pense que justement, ça y est, leur coup de mou est passé. Et maintenant, c'est du 50-50. Ils vont être à 100% pour jouer ce match-là. PSG-Liverpool, je suis très pressé de le voir, même s'il aura lieu en même temps que Barça-Benfica. Et côté PSG, est-ce que 5 secondes, en tant que fan du Barça, on pourrait juste avouer qu'on a quand même esquivé un tirage assez fâcheux en jouant Benfica au lieu du PSG? Parce que même si je pense que le Barça est capable de battre à la régulière le PSG sur 2 matchs, honnêtement, jouer ce PSG-là aujourd'hui, avec le timing aujourd'hui, le 3 mars 2025, avec les récentes prestations parisiennes en Ligue 1 et la confiance accumulée, ce qu'ils pondent comme prestations footballistiques et collectives, on l'a encore vu ce week-end, à quel point ils ont progressé. Honnêtement, on aurait été beaucoup moins confiant que ce qu'on est aujourd'hui face à Benfica. Je préfère largement affronter le PSG en tant que fan du Barça en demi, voire en finale, plutôt que là en huitième, avec les dernières semaines qu'ils ont vécues. C'est plutôt ça, le timing est hyper important dans le football. On le répète, on le dit, et c'est exactement pour ça que je dis que le Real Madrid les affronter aujourd'hui. Pour l'Atlético Madrid, c'est une opportunité en or. Toutes les fois qu'ils se sont fait gifler en Ligue des Champions en 2014, en 2016, en 2017,
face au Real Madrid, même si ça remonte, et bah c'était pas forcément dans le même contexte, avec des demi, des finales aussi, avec la pression, la tension, le stress, l'expérience qui entrent en compte, alors que là en huitième de finale, avec le passé récent, bah je pense que tout le monde voit qu'il y a un manque de certitude énorme côté Real Madrid. Je dis pas qu'ils sont perdus, mais ils sont dans un espèce de flou, clairement, avec un Bellingham qui sera en plus suspendu, donc absent. Et on a vu justement à quel point les carences collectives, le joueur qui te réglait à lui tout seul une partie des problèmes d'équilibre avec un joueur box-to-box qui était à la fois défenseur, milieu de terrain, attaquant. C'est ça, Bellingham, quand il est présent sur le terrain au Real Madrid. Là, il est suspendu depuis 2 matchs, on voit les conséquences. Et un Carlo Ancelotti qui se reposait sur lui, un supporter du Real Madrid. Pour ceux qui verront la vidéo, les frères, Carlo Ancelotti s'est beaucoup trop reposé sur le jeu de Bellingham pour son collectif, pour son animation collective et pour son équilibre. Là, il est suspendu, Bon courage. Bon courage les amis. Et en plus de ça, tu peux rajouter la convalescence de Valverde qui va être de retour, je crois. J'ai vu les news comme quoi Valverde sera de retour et qui sera même titulaire de ce que je vois. Donc, il y a un joueur qui est blessé. Vous le ramenez, il est convalescent, il n'est pas à 100% et il devrait être titulaire tellement c'est compliqué au milieu de terrain. Tellement il y a des blessés. Ceballos est absent, je crois, encore pendant 2 mois. Plein de critiques qui commencent à arriver aussi pour Lucas Vazquez, je crois, comme latéral droit. Donc la presse parle de faire jouer Federico Valverde latéral droit. Bon courage encore une fois, ça a déjà été utilisé par Ancelotti, mais bon, ça voudrait dire un milieu de terrain encore dépeuplé justement par l'absence de Valverde. En défense, il se pose des questions aussi pour savoir s'il doit faire jouer un mec comme Asensio, potentiel crack ultime en défense centrale. Ils ne savent même pas s'ils le feront jouer ou pas. Et les supporters du Real Madrid, si vous saviez, ça fait combien de temps, combien d'années que le Real n'a pas formé un aussi bon défenseur central qui a été formé en plus au Real Madrid? Depuis combien de temps? Question pour vous. Je crois que ça remonte à Fernando Hierro. Pour ceux qui le connaissent, les plus vieux, ils le connaissent forcément. Et après ça, on n'en a plus eu du tout. Des défenseurs centraux, des joueurs formés au Real, c'est très rare. Habituellement, déjà, alors en plus en défense centrale, ça n'arrive pratiquement jamais. Là, vous avez un futur crack dans les mains qui pourrait être un joueur dominant et qui est ultra complet pour son âge. Le problème, c'est qu'au Real, vous savez comment ça marche. D'abord, le statut, le salaire, la politique des stars qui fait qu'on fait jouer la star devant le joueur d'avenir. Je comprends pas trop. Donc vous voyez bien qu'on n'en est pas du tout au même point. On a un Real Madrid qui ne sait même pas quel 11 Carlo Ancelotti pourrait aligner demain face au Colchonero. On est début mars et ils ne savent même pas quelle équipe jouera demain. Ça, c'est vraiment un signe que l'équipe n'est pas forcément prête. Est-ce que pour la 30e fois, ils vont réussir à avoir cette espèce d'aura, de caractère qui fait qu'en Ligue des Champions, grand rendez-vous, ils arrivent à monter le niveau, oublier les problèmes et poser leur coronnet sur la table? C'est possible, sauf que là, attention, parce que d'habitude, tu le fais face à des équipes qui ne te connaissent pas forcément beaucoup, qui ont moins l'habitude de te jouer. Là, par contre, la dimension psychologique, elle est atténuée par le fait que c'est l'Atlético Madrid, donc un derby, le rival, plus le fait que c'est une équipe que tu connais, que tu joues et que tu peux moins surprendre en fait. Le complexe d'infériorité que tu infliges à l'adversaire en général en Ligue des Champions, même face à City, on l'a vu encore une fois, c'est plus compliqué face à une équipe que tu as l'habitude de jouer traditionnellement en Liga, en Coupe du Roi et en Supercoupe. Donc Griezmann, on va te regarder, on va te scruter pour ta dernière en plus en Ligue des Champions, dernière saison évidemment. Alvarez, c'est pareil, les garçons, on compte sur vous. En plus, c'est au Bernabéu, donc il y a moins de pression, logiquement, pour l'Atlético Madrid. La pression du résultat, elle est pour le Real, qui doit obligatoirement faire le taf dès le match aller, pour se mettre à l'abri, évidemment. Et attention, je ne dis absolument pas que le Real va perdre le match aller, ni même que l'Atlético Madrid fera une bonne opération en vue du match retour. Je dis que là, ils ont les armes et le contexte le plus favorable possible pour aller chercher un éventuel résultat au Bernabéu. C'est tout. Après, évidemment, l'expérience, la confiance, le talent individuel est quand même côté Real Madrid à domicile en plus. C'est une arme, Ça peut faire la diff. Et une chose est sûre, ce match-là aura des conséquences pour la Liga aussi, Ah oui les frères, parce que là je parle aux supporters du Barça, quand on a vu ce qui s'est passé pour le Real ce week-end, ils ont perdu 3 points, ils sont 3e de Liga, si en plus de ça ils se mangent une tarte, une gifle en Ligue des Champions, il va leur rester quoi? Il va leur rester la Coupe du Roi et faire la course derrière maintenant en Liga. Et ça, avoir dans la tête que dès le mois de mars, tu as une saison qui est ratée, parce que ça va être le mot, on va parler de saisons ratées très vite si jamais ils sont éliminés, et soyez sûr que ça va surmotiver les joueurs du Barça et de l'Atlético Madrid pour faire encore mieux et enterrer le Real en Liga, soyez-en sûrs. Par contre, si le Real gagne de manière assez franche en plus demain face au Colchonero, là par contre, jusqu'à la fin de la saison, ce sera une guerre, une bataille avec 3 équipes en Liga, en Ligue des Champions, je pense qu'ils iront loin ensuite. Ça peut être un tournant, un match qui va leur servir justement pour se remobiliser, remotiver, prendre de la confiance et lancer la fin de saison. Ça peut vraiment être ça aussi.
pour le Real Madrid. Ça, faut pas l'oublier. Ne pas le négliger, surtout pas parce qu'ils en sont largement capables. S'il y a bien une seule équipe en Europe qui arrive à chaque fois au mois de mars, avril à atteindre ce pic de forme-là, à monter le niveau footballistique, c'est évidemment le Real Madrid, peu importe ce qui s'est passé avant. S'il y a bien une équipe qui arrive à faire table rase du passé et d'un début de saison éventuellement mauvais, c'est évidemment le Real Madrid. Le Barça n'est pas comme ça, hein. Le Barça a besoin d'avoir un environnement stable, un début de saison intéressant, une montée en puissance progressive et régulière pour être performant en 8e, quart et demi. Et par bonheur, c'est justement le cas. Le Barça n'est pas au même point que le Real Madrid. Le Barça est premier de Liga, 3 points d'avance sur le Real. Le FC Barcelone reste sur 15 matchs sans défaite, 12 victoires, 3 matchs nuls et 52 buts marqués. Incroyable. 52 buts marqués lors de ces 15 matchs. Ça fait un total de 124 buts cette saison en 40 rencontres, toutes compétitions confondues. Vous savez que j'en ai fait une vidéo où je parlais du fait que le Barça pouvait battre ce record de 190 buts marqués en 2011-2012 sous la Pep Team. Pep Guardiola et les 73 buts à l'époque de Messi. C'est la plus grande saison statistique de l'histoire du football, que ce soit individuellement pour Messi et collectivement pour le Barça. En face à Benfica, on fera l'avant-match demain. Ne vous inquiétez pas, en détail, on parlera évidemment de l'opposition, de Benfica, les forces en présence, etc., etc. Le contexte, jouer au Portugal. Mais quand même, parlons du fait justement que le Barça arrive en forme, en étant premier, en confiance, avec un effectif presque au complet. Le seul micro-problème, c'est savoir si au milieu de terrain, on aura Casado ou Frenkie de Jong, même si je pense que l'équipe type, elle est déjà claire pour tout le monde. On sait qu'au milieu de terrain, on aura Pedri, Frenkie, peu importe. Hein. Rappelez-vous en plus que Frenkie a été très bon face à Benfica quand il est entré en jeu. En vrai, la seule question, la seule incertitude, c'est savoir à quel niveau sera Lewandowski. Mais bon, il y a une phrase qui dit « aux grands joueurs, les grands rendez-vous ». Et cette saison, le Barça a été excellent dans les grands matchs, hein, il faut le dire. Donc je compte sur le Barça pour aussi élever le niveau, hein, la disette de Lamine Yamal devant les buts en Liga. Tout ça, par exemple, hein, j'y crois pas forcément en LDC parce que je sais que le joueur va monter le niveau. Tout ça ne comptera plus parce que je sais que le joueur va être largement meilleur, plus concentré et que là l'objectif c'est évidemment se qualifier et non pas faire des petites statistiques, briser les malédictions. On est là pour abattre l'ennemi côté Barça. Et idéalement, si on peut marquer les esprits, se positionner comme l'équipe à battre en LDC et marquer des points individuellement pour Lamine Yamal, pour Rafinha, pour Pedri au Ballon d'Or, c'est maintenant les frères. C'est maintenant qu'on marque des points pour le Ballon d'Or. Hein. C'est maintenant qu'on choisit vers qui la propagande du Ballon d'Or sera faite. Pedri, Rafinha, Lamine Yamal, s'il y en a un qui sort du lot, ben ça nous aiderait, je pense, nous en tant que supporters du Barça, pour savoir vers qui on va lancer le plus grand lobby de l'histoire, hein, digne d'une campagne présidentielle d'un dirigeant africain. On va être là à supporter, à faire des vidéos, vous inquiétez pas. On va fatiguer tout le monde avec les Pedri Ballon d'Or, les Rafinha Ballon d'Or, Lamine Yamal, peu importe. Ça commence cette semaine, dès ce mardi, mercredi pour le Barça. C'est maintenant. Donc, soyez prêts les amis. Rendez-vous demain pour l'avant-match et ce soir pour répondre à vos questions lors du live quotidien. Bonne journée à tous les frères. Ciao.